Mesdames et messieurs, excusez-moi, breaking news de tout à l'heure, on l'a balancé sur les réseaux sociaux. Les Grizzlies ont viré Taylor Jenkins. Ah, mais c'est pas possible! Il y en a qui lèvent la main, c'est très très bien si votre coach est toujours en place. Désolé, les Grizzlies n'ont plus Taylor Jenkins à leur tête. Ils ont un nouvel entraîneur, avec une certaine consolance franco-finlandaise, on va y revenir. Mais c'est la bombe qui est tombée tout à l'heure sur les réseaux sociaux, évidemment envoyée d'abord, même pas par Shams Charania, envoyée par les représentants médias des Grizzlies, hein, le PR, le responsable de communication de la franchise du Tennessee, qui nous a annoncé tout simplement que ça y est, M. Taylor Jenkins était remercié après 6 saisons et 250 victoires en 464 matchs. Mesdames et messieurs, Taylor Jenkins, c'est tout simplement le coach le plus victorieux de l'histoire de Memphis. Choc. Alors, choc, pourquoi? Choc du timing. On va revenir sur les éléments. On en a quelques-uns, on en manque d'autres, ça va venir. Choc dans le timing. On a 2 semaines des playoffs. Que va-t-il se passer en playoffs pour les Grizzlies? Lève ta main si tu veux jouer les Grizzlies au premier tour. Bon, ça se trouve, ils vont upset tout le monde et ça va être formidable. Mais c'est vrai que rarement dans l'histoire, on a vu une telle décision prise à un tel timing, c'est-à-dire virer son coach quand tu es dans le top 8 de ta conférence, alors que tu as les playoffs qui se pointent. Évidemment, il ne faut pas regarder toutes les choses du point de vue du classement. Les Grizzlies étaient bien positionnés, faisaient une saison au bilan correct, notamment compte tenu des différentes absences. On a vu ce qu'il y avait avec Ja Morant, l'effectif n'a jamais été vraiment complètement plein. On a Brandon Clark là, qui s'est blessé, avant c'était Jaren Jackson Jr., même s'il a été All-Star, très grosse saison de JJJ. Mais c'est vrai que le timing est particulier, et c'est ça qui a choqué beaucoup de gens. C'est de se dire, mais attends, mais... je crois pas que les gens se soient dit, oh là là, incroyable, les Grizzlies ont viré Taylor Jenkins. C'est un bon coach. C'est un coach qui a fait ses preuves. C'est le coach, comme on l'a dit, le plus victorieux de l'histoire des Grizzlies. Même si c'est pas une franchise hyper mythique en termes de durée, c'est quand même pas rien comme accomplissement. Mais on se repose un petit peu trop sur ce qui s'est passé, je crois, il y a bientôt 3 ans. Les Warriors ont remporté un titre il y a 3 ans. D'abord il y a eu les Warriors, ensuite il y a eu les Nuggets, ensuite il y a eu les Celtics, et là on va venir à un nouveau champion. Le problème, c'est que quand on avait eu cette hausse, cette montée des Grizzlies dans les classements, et qu'on avait Memphis qui était donc top 2 de la conférence Ouest et qui était en demi-finale contre Golden State, futur champion, on a atteint un pic, et il y a différents éléments sur lesquels on peut s'appuyer qui font que cette décision a été prise maintenant. Je mets le timing de côté. Semble évident, au pluriel, les éléments suivants. 1. Si vous suivez un petit peu les Grizzlies de près, notamment au niveau médiatique, au niveau de certains fans, suivez notamment les fans des Grizzlies français qui font du très bon boulot, notamment le compte de Grizzlies France qui fait du excellent travail là-dessus en termes de passion. Hier soir, on discutait encore à savoir si le live tweet allait continuer dès qu'il n'y avait pas 10 points d'écart avec le Thunder. Il suffisait de suivre les Grizzlies récemment pour comprendre que la dynamique n'était pas bonne au niveau des Grizzlies. On n'avait quand même pas des résultats extraordinaires. Je vais vous montrer tout ça dans quelques secondes. Grizzlies schedule, comme ça on pourra l'avoir sous les yeux. Le bilan des Grizzlies certes était bon sur l'intégralité de la saison, mais c'est pas comme si la dynamique était très très bonne. Regardez si je vous montre ce qui s'est passé récemment. Memphis début mars a démarré avec 5 défaites en 6 matchs. Ensuite, bon, bah, il y a eu quelques victoires, mais face à des équipes, excusez-moi, les Mavs de deuxième partie de saison, les Pélicans et le Jazz, et in extremis dans certains cas, avant ensuite de s'incliner contre des équipes qui sont tout simplement potables, c'est-à-dire Clippers, Kings, Blazers, et évidemment le Thunder, après avoir désossé le Jazz. Donc, la dynamique n'était pas bonne à Memphis, qui était un point d'exclamation en fait sur une dynamique des dernières années qui n'était pas très très bonne. Au sein même d'une franchise où on se demande quelle est la direction à prendre. Est-ce qu'on est dans une direction de franchise qui veut être réellement compétitive et donc aller chercher l'élite de l'Ouest? Et si oui, on n'a pas vu énormément de signes qui vont dans cette direction. Des choix qui ont été faits, même si certains transferts ont pu être chouettes, d'autres un peu moins. Il y a des projets aussi qui n'ont pas aussi bien marché. Ziaire Williams, on s'en souvient aussi, il y avait eu du pick haut qui avait été choisi, qui avait été utilisé pour aller le prendre. On a évidemment Marcus Smart qui a été aussi récupéré, et ça n'a pas... Je dis pas que ça a été un giga succès, hein, mais bon, Marcus Smart à Memphis, je pense que son maillot ne sera pas retiré. Et donc du coup, à Memphis, rien qu'en se basant sur ça, vous avez une situation où 2021, un pic.
pas de véritable amélioration depuis. Et le sentiment qu'on est dans un repeat sans avoir une grosse approbation des joueurs leaders de leur entraîneur, le scénario le plus probable, c'était que là, il allait avoir des playoffs, qu'il allait avoir une sortie au premier tour ou au second, et qu'ensuite, il allait se faire licencier. Ça, je crois que Taylor Jenkins, on pouvait s'y attendre, parce qu'il y avait le sentiment de fin de cycle. Tout ça en prenant en considération des infos que parfois on a tendance à mettre de côté, mais vous savez que je vous fais chier parfois, excusez-moi d'être vulgaire, avec ces infos un petit peu de côté, parce que ça ne concerne pas les points, les stats, les rebonds et trucs, c'est que l'été dernier, le management de Memphis notamment, a chamboulé le banc de Taylor Jenkins, en notamment redistribuant des pièces et en donnant beaucoup plus de liberté offensive à certains assistants qui sont venus un petit peu venir changer les choses chez notre pépère Taylor Jenkins. Donc du coup, quand vous êtes un coach, vous avez votre staff, vous commencez à un petit peu stagner. Il y a eu une saison de tanking parce qu'il y a eu les soucis qu'on connaît avec Ja Morant entre extra sportifs et ensuite blessures. Et que quand vous revenez vraiment et vous pensez être à 100%, vous a changé votre staff et il y a des gens qui mettent les doigts dans vos pattes en disant bon bah en fait c'est mieux avec du sel, avec du ketchup ou avec du gruyère, généralement la suite c'est une porte de sortie. Donc sur le concept en lui-même, il n'y a pas trop de giga surprise. C'est pas comme s'il était triple champion en titre et que les Grizzlies déroulaient sur la ligue. Nonobstant, je pense que ça quand même on peut le parler, j'adore placer ce mot, c'est quand même un entraîneur, Taylor Jenkins, qui avait fait mieux que beaucoup de ses prédécesseurs en termes de bilan régulière, en termes de formation. On a loué la formation de certains jeunes, que ce soit JJJ, que ce soit Ja, que ce soit Desmond Bane, on a vu Gigi Jackson, Vince Williams et compagnie, il y a des ratés, hein, Jake LaRavia, David Roddy, Ziaire Williams, hein, c'est pas que du perfect, mais on a vu quand même quand il a utilisé des Tyus Jones par le passé et du Brandon Clark en sortie de banc, mais il y a eu un plafond. Et donc, je crois que ce qui choque tout le monde, c'est ce timing. Un timing qui est assez unique puisque c'est fait littéralement à 2 semaines des playoffs. Je voulais balancer sur Twitter tout à l'heure, petite anecdote parce que j'ai été fouillé un petit peu. C'est rarissime de voir ce genre de licenciement dans un tel timing pour une équipe de playoffs. Des équipes qui sont bientôt loterie et qui virent leur coach juste avant, ça arrive. Il y en aura là dans 2 semaines. Je pense que quelqu'un va prendre la porte et on ne sait pas encore qui. Mais pour l'anecdote, il y avait Don Nelson qui avait été viré par exemple par les Knicks en 96, alors que New York était littéralement à 10 victoires au-dessus de la barre enfin 10 victoires au-dessus de la barre des 50%, et on était sur une dynamique assez mauvaise avec plusieurs défaites des Knicks, un manager qui se demandait s'il pouvait compter sur Donnie Nelson sachant qu'il venait de le recruter l'été d'avant, et le mec avait quand même fait une blague que je trouve très très drôle, que je viens de vous la mettre, donc ouvrez bien vos oreilles. Don Nelson, précurseur, hein. Le mec il joue en fer à cheval, il a pris les premiers points forward avec les Bucks, Marcus Johnson dans les années 80, il a fait ouais le small ball, il a joué avec les Warriors de We Believe face à Dallas qui avait 60 victoires, Dirk MVP, il a fait tiens on va vous sortir au premier tour. Il a fait quoi Don Nelson? Il a dit bah vous savez quoi, j'en ai une bonne à vous proposer, j'adore Patrick Ewing, légende absolue de New York, mais on est en 96, j'ai l'impression que ça se passe pas génial entre le Orlando Magic et ce joueur qu'on appelle Shaquille O'Neal. Est-ce que ça vous tente qu'on essaye un transfert avec notre ami d'Orlando pour récupérer le Shaq? Je vois d'ailleurs qu'il y a Grizzlies France qui est dans le chat, donc à qui je fais la bise. Je regarderai évidemment en même temps les commentaires, hein, mon cher, donc n'hésite pas à apporter plus de choses puisqu'on est en... Je sais pas comment tu veux dire, en collab, en 1, allez checker ce qu'il balance évidemment sur Twitter, 2, je t'en prie, corrige-moi sur certains éléments ou apporte d'autres éléments si tu veux dans le chat pour apporter. Mais le problème des Grizzlies est bien plus large que juste entrer sur le coach. Tout à fait, j'y viens. Formidable, on se renvoie des passes et va. Donc, il y avait eu juste cette blague, je termine sur Don Nelson qui avait dit haha trop drôle, qui coulole, et si on récupérait Shaquille O'Neal. Ça a pas trop fait marrer les Knicks qui ont fait t'es fou ou quoi, on va garder Patrick Ewing, t'es un malade, on était en finale NBA l'année dernière, oh le Shaq on sait pas s'il vaut 100 millions de dollars. La suite c'est un triplé avec les Lakers. Et du coup c'est le timing qui est chaud parce qu'on voit ça rarement. Moi, la façon dont j'interprète le timing, il y a 2 choses. Il y a eu la réaction globale, cherchant le niveau de merde qu'il pouvait y avoir, et qui était de se dire, est-ce qu'on a une Ime Udoka ou est-ce qu'il y a des dingueries en interne? On sait pas. Moi, je pense pas. En tout cas, pour le moment, il n'y a rien qui sort.
Il y a personne pour le moment qui dit, je sais pas, Taylor Jenkins, il a fait une dingue, il a fait une connerie avec la fille du proprio, ou il a fait une dinguerie avec telle personne au niveau RH. J'en sais rien. Ça a l'air d'être un mec tout bien sous tout mon rapport. Je ne pense pas qu'on soit dans ces circonstances-là. J'étais obligé de le mettre sur la table parce que tout de suite, il y a eu le réflexe Ime Udoka, ce qu'on appelle la circonstance Ime Udoka, hein, jurisprudence. Vous vous en souvenez, à Boston, Ime Udoka, première saison, finale NBA, perdu face aux Warriors, il débarque au camp d'entraînement, il se fait virer, on se dit what the fuck, alors qu'on est à 2 semaines de la reprise de la NBA. Joe Mazzulla est annoncé coach et on découvre très vite qu'en fait Ime Udoka avait fait 2-3 trucs avec une nana au sein de la franchise, que c'était pas du tout dans l'image de la franchise, que c'est pas très bien vu aux US. Aujourd'hui, Ime Udoka, il est à Houston et Joe Mazzulla, il est bagué avec les Celtics. Donc, je ne sais pas s'il y a de l'extra sportif. Je pense pas et quelque part, je m'en bats les steaks. Si ça se passe, on le relaiera. Le truc, c'est que je pense que Memphis a une idée derrière la tête. Et là d'ailleurs, on vient d'en avoir une demi-officialisation, enfin plutôt une officialisation, mais une demi-idée. C'est que s'il y a des gens qui ont suivi le Paris Basketball récemment, eh bien c'est officiel, confirmé par les Grizzlies et par Shams Charania, c'est bien Thomas Isalo qui sera à la tête des Grizzlies en tant qu'intérimaire. Est-ce que c'est juste un titre d'intérimaire ou est-ce que c'est un poste qu'il va garder par la suite avec une extension de contrat? C'est compliqué parce que là il lui faut plus que une dizaine de matchs à peine pour faire ses preuves. Peut-être que le management de Memphis se sent vraiment bien avec Isalo et qu'ils vont lui donner énormément de responsabilités. On va voir. Mais je crois que en tout cas, comme vous le savez souvent, à partir du 15 avril, il y a ce qu'on appelle le carrousel des coachs. Tout le temps. L'année dernière, c'était la course. On ne savait pas qui allait prendre quoi. On ne savait pas qui allait finir avec Mike Budenholzer, avec Kenny Atkinson et compagnie. Et donc, le carrousel des coachs, il démarre tout le temps au début des playoffs lorsqu'il y a 14 des 30 équipes NBA qui sont envoyées. Et peut-être que Memphis soit va donner cette chance à Isalo, ce que j'espère, parce que c'est un formidable coach avec une rectitude. Et vraiment, moi je l'ai vu... j'ai été voir plusieurs fois le Paris Basketball et donc d'un peu près notamment le travail qu'il peut faire. Et la poigne, hein. Je pense que là pour le coup, s'il reste là, il n'y aura plus trop d'emmerdes dans les vestiaires parce que c'est un homme qui dirige ses troupes. Et fin stratège en plus, donc je pense qu'il peut se régaler en NBA et régaler beaucoup de gens. Mais si ça se trouve, ils vont juste donner quelques essais là à Thomas et derrière dire non, en fait, on a tout à fait l'idée qu'on veut en termes d'entraîneur et on souhaite engager telle personne qui va devenir disponible parce que j'en sais rien. Mike Budenholzer va se faire virer par les Suns et qui veulent Bud. On ne sait pas. Comme souvent, je vous emmerde avec mon tweet. Tu dors bien si tu as des bons propriétaires, un bon management, un bon coach. Quand on parle d'un coach, il faut qu'il y ait une décision qui soit prise. Et au-dessus d'un coach, il y a le management. Et on a loué, mon cher Grizzlies France le sait bien, le sait mieux que quiconque, et lui le premier, on a loué le management pendant quelques années parce qu'il y a eu un virage de transition post-Grit and Grind, Marc Gasol, Mike Conley, tout ça, qui a été formidable puisqu'ils ont réussi à faire un virage fin de Mike Conley, Zach Randolph, Marc Gasol, retrait de maillot de ces garçons pour justement derrière donner les clés à des jeunes qui fit dans la culture, rentrent dans la gueule des gros et font plaisir aux fans. Et donc c'est ça qui semblait être intéressant sur les premières années et qui s'est transformé pour le coup en cacamou, puisqu'en fait les Grizzlies ont stagné, on va pas se mentir. Alors il y a eu plusieurs raisons à ça, hein. Certains peuvent un jour pointeront du doigt, feront des gros dossiers et diront tout ça part de quand Ja Morant il a fait le con sur Insta ou avec des gamins dans les parking driveway. Peut-être si vous voulez. Mais je crois que comme certains le soulignent aussi, il y a des trains qui passent et je pense que les Grizzlies ont laissé passer trop de trains. Et ça va très vite la NBA. Il y a 3 ans, tous les montages que vous voyez sur le Thunder là, les montages qu'on fait sur le Thunder là, c'est 55 wins, ils sont tous les 5 en post-game, tout va bien, c'est nickel, on est ensemble, équipe de NCAA. Dites-moi dans le chat, mettez-moi un gros oui si vous vous souvenez de ces fucking visuels qu'on faisait en fin de match parce qu'il y avait tous les joueurs des Grizzlies qui étaient alignés autour de Ziaire Williams, autour de tous les jeunes qui étaient là et ça mettait des grandes roustes au Thunder. C'est le plus gros blow-up de l'histoire de l'humanité quand même, hein, Grizzlies Thunder. Il y a 2 ans, c'est quoi, c'est il y a 2 ans? Regardez ce qui se passe aujourd'hui, à quel point ça va vite.
C'était, il n'y avait même pas de Ja, je crois, c'était avec Tyus Jones et compagnie. C'est 2021, pardon, excusez-moi, c'était il y a 3 ans. 3 ans. Mais t'as le sentiment que c'était avant-hier en fait. Qu'on voyait les Grizzlies qui étaient tous autour de leur jeune leader et on se disait, waouh, Grizzlies, si on faisait un classement des franchises les plus stables aujourd'hui, nanana. Mais ça va très très vite la NBA. Et il y a un moment où si le management se retrouve dans une position délicate par ses choix, de certains transferts, de certaines extensions. On a vu des choix qui ont été faits aussi sur Steven Adams, sur Xavier Tillman. Il y a un gros déménagement qui a été fait au sein de l'effectif. Il y a des choix de draft qui ont été plus ou moins bien utilisés. Ça grimpe quand même en pick 10 pour aller prendre Ziaire Williams. C'est pas une réussite. Il y en a d'autres après qui ont été réussis. Hein. Des picks, hein. Notamment Desmond Bane, pour ne citer que lui, qui est quand même un fin de premier tour, limite début de second. Et donc il y a un moment donné où quand tu es manager, il n'y a pas 36 solutions. Il peut y avoir un fusible. Le fusible, ça peut être le coach. Exemple à Taylor Jenkins. Il y a un autre fusible, c'est le joueur. Moi, ça me fait marrer quand... Enfin, ça me fait marrer. Je pense pas les fans des Grizzlies ou les fans de Ja Morant, mais ça me fait marrer quand là, tout au long de la saison, et je pense que je laisserai certains fans de Memphis me donner leur avis dans les commentaires, mais j'ai vu des rumeurs de est-ce que les Grizzlies se sépareraient, des rumeurs à la con, hein. Ou peut-être pas d'ailleurs, mais des débuts de sournoiement de et si les Grizzlies se séparaient de Ja Morant là cet été. Et en fait, quand tu commences à être dans des franchises où il y a des discussions autour de... Les résultats sont pas à la hauteur d'eux, en tout cas, on aimerait bien qu'il y ait un petit peu plus de push. C'est la faute à qui? C'est à lui, c'est à lui, c'est à lui. Du coup, tu rentres dans une hypersensibilité, que ce soit de la part des fans ou des décisionnaires, qui te mènent à ce type de décision. Et c'est ce qui fait qu'au tout début de la saison, quand on a regardé cette saison régulière... Moi, je me souviens en avoir discuté avec certains poteaux de la nation des Grizzlies en France, où on s'arrachait les cheveux à 3h du mat pour les histoires notamment de rotation de Taylor Jenkins, où on se prenait la tête. Vous vous en souvenez, on avait fait un classement, je crois, des coachs, je sais plus, corrigez-moi, les histoires de Taylor Jenkins. On s'était marré, Grizzlies France, sur Alex qui parlait de Taylor Jenkins, et on parlait ensemble des rotations. On se disait, attends, parce que quand même, c'était un peu chelou. Et où en fait... on sentait qu'il commençait à y avoir une véritable scission entre l'entraîneur, certes, et la fanbase. Et à un moment, il faut choisir. Et donc, je crois que là la situation qu'on a atteint avec Taylor Jenkins il y a quelques heures, c'est qu'en fait, il fallait que quelqu'un saute. Et je pense que même si on pourra ensuite tacler le management, c'était d'abord le coach qui devait prendre. C'est peut-être dur, mais c'est aussi la dure loi de la NBA. Vous avez des situations comme ça où un coach peut prendre. Est-ce que Phoenix, qui fait du caca plein là, va garder Mike Budenholzer ou va se dire bon, quelqu'un doit prendre la porte? Est-ce que c'est James Jones? Est-ce que c'est Kevin Durant? Est-ce que c'est Mike Budenholzer? Vous savez que ce scénario, ça peut tout à fait inclure Mike Budenholzer qui peut être le fusible. Lui-même, Mike Budenholzer qui avait déjà vécu ce genre de situation en plus. Donc, il y a un moment où, malheureusement, c'est la NBA, il va falloir faire des choix. Memphis a fait un choix. Ils vont donner les clés à monsieur Isalo, qu'on a vu donc à Paris par le passé, et on va voir ce que ça donne pour le projet. Si Memphis cartonne en début de saison prochaine et que ça se passe bien, formidable, et auquel cas, bon bah là, on aura peut-être un virage dans le projet, on se dira bon bah Taylor Jenkins, il fallait peut-être qu'il aille dans un autre environnement. Et bah si ça marche pas, les prochains fusibles, ce seront soit le GM, soit la star. Et donc c'est là qu'on pourra avoir des décisions prises sur notamment du Ja Morant ou du Jaren Jackson Jr. ou du Desmond Bane et compagnie. Mais ça va très très vite à la NBA. C'est malheureusement ça. Donc voilà. Est-ce que certains veulent... Déjà je vous pose la question par exemple à vous. Est-ce que vous transféreriez Ja Morant cet été? Je veux bien l'avis des fans notamment des Grizzlies, s'il y en a dans le chat. Est-ce que vous gardez Ja Morant et vous dites... L'année dernière, compliqué blessure. L'année d'avant, fait divers. Ou est-ce que vous le transférez? J'ai l'impression qu'il y a une plus grand nombre de noms quand même. Je rappelle qu'il faut faire attention avec ce genre de décision. Parce que Memphis, c'est pas la terre de la free agency. Hein. Je pense que malheureusement, qu'on va être d'accord là-dessus avec la fanbase de Memphis. C'est pas comme si les free agents se pressaient pour aller dans le Tennessee. Donc, généralement... ton format de construction, il est par la draft. Hein. Et un Ja Morant, ça tombe pas toutes les semaines. Donc attention à ce genre de décision. Il y en a qui me disent que le franchise player, c'est Jaren Jackson Jr. J'ai envie de dire, j'entends.
en termes de level, mais je crois pas. Enfin, je le trouve très fort, mais je pense pas que c'est un franchise player. Je pense que c'est un building block, c'est un peu comme Bam Adebayo si tu veux. C'est un building block identitaire et défensif dans tous les éléments qui concernent une équipe qui gagne. Mais je pense pas que c'est un franchise player, JJJ. Et si ça se trouve, ce sera du Desmond Bane, et si ça se trouve, ce sera du Ja Morant. Hein. Mais je vois qu'en tout cas, il y a pas mal de gens qui en débattent, donc Taylor Jenkins à voir. Dans quelle franchise va-t-on retrouver Taylor Jenkins? C'est l'autre question que j'allais poser, parce qu'il y en a qui, du coup, vont prendre Taylor Jenkins sur leur banc. Là. Il y a des franchises qui sont un peu dans le caca, là. Je sais pas, là, faites voir. Qui j'ai envie de regarder? NBA Standings. Qui on a là qui serait capable d'aller nous chercher Taylor Jenkins et de se l'accueillir dans le staff cet été là. Il y en a qui me disent Portland, donc ça veut dire bye bye Chauncey Billups qui est en train de nous faire une deuxième saison de Hall of Famer. Dans le haut du tableau de l'Est, j'ai l'impression que ça va. Je vois pas trop de mouvement, sauf s'il y a Tom Thibodeau qui prend la porte. Mais bon, on verra. On me parle des Spurs dans le chat, c'est vrai qu'on va voir ce qui se passe avec Greg Popovich et notre ami Miss Johnson, mais ça peut être du Taylor Jenkins. On parlera évidemment de Phoenix en fonction de la situation de Mike Budenholzer. On parlera d'autres franchises. Peut-être qu'à un moment Nick Nurse va dire vous me cassez les couilles avec votre process et en fait je me barre. Et à l'ouest, fait voir. À l'ouest, ouais. Non, c'est quand même assez chaud hein, ce genre de mouvement. Les Bucks, ouais. Ah, les Bucks. Avec ce qui s'est passé avec Damian Lillard là. J'ai tellement pensé à Doc Rivers. Voilà, bah voilà, pour une fois qu'on est prétendant au titre, il y a un souci de santé. Voilà, vous voyez, on peut pas me laisser travailler tranquille. Évidemment, on envoie toutes nos pensées à Damian Lillard qui, on l'espère, va revenir très très vite au basketball. Ça, en tout cas, c'est pour le dossier Taylor Jenkins. Assez choquant dans le timing, pas choquant dans le contexte, mais surveillez votre franchise. Ça veut dire aussi qu'il y a des décisions qui se prennent maintenant, mais qui en fait sont un petit peu une ébullition de plusieurs mois de réflexion. Donc voilà, à Minnesota, j'aime bien si Monsieur Chris Finch saute, ce qui pourrait être le cas s'ils font pas un gros premier tour de playoff. Voilà, j'ai complètement oublié de faire un point sur une grosse info, mais vu que vous êtes nombreux maintenant, je peux le faire. S'il y en a, transition avant de parler de la NBA évidemment en Europe. S'il y en a qui ont déjà pris leur place pour les viewing parties 2025, bombardez le chat, cœur sur vous. On a envoyé l'annonce il y a 3 jours, on a ouvert la billetterie hier. C'est incroyable, j'ai reçu des DM de fous furieux de Marseillais qui seront avec nous le 26 avril, des Lyonnais qui seront nous avec le 20 avril et de Parisiens qui seront nous avec le 19. On est impatients, c'est incroyable. Je vois qu'il y en a dans le chat qui ont dit j'ai pris, qui écrivent en majuscule, c'est trop stylé. On va trop se la kiffer. Ça va être exceptionnel. Je rappelle qu'il y a encore des places qui sont disponibles. Vous pouvez aller sur le petit lien qui est partout. Hein. C'est sur Twitter, sur le site de Trash Talk, dans la bio Insta, évidemment, de ton média préféré. Voilà, il y a encore des packages qui sont dispo. Vous les voyez ici. 19 avril à Paris, 20 avril à Lyon et le 26 avril, ça va être un back-to-back monumental. Donc voilà, vous pouvez foncer. Il reste encore quelques places. Vous savez que ça va très vite avec la commu. Je suis impatient de vous retrouver. On va avoir le Grand Rex, 2500 personnes qui sont rassemblées pour regarder une dinguerie. On va plier les bagages, on va dormir. Le lendemain, on sera à 9 h du mat à la gare, direction Lyon, pour aller ensuite à la Cité de la Danse, à la Maison de la Danse, pardon, pour se régaler. Et après Lyon, on va rentrer à Paris, on va faire le lundi de Pâques. Et le samedi qui suit, on sera à Marseille,